Dimanche 28 septembre 2025, il est 13h à Bamako. Le journal Moussa Papa Aïdara. Plusieurs écoles catholiques du fondamental au lycée ouvriront leurs portes à la rentrée du 1er octobre 2025. C'est ce qui ressort de la conférence épiscopale qui a bouclé ses travaux hier. Les évêques sont dans la dynamique d'une église plus engagée dans l'éducation et la paix et saluent d'ailleurs les efforts de la transition. Le ministre de la Réconciliation en mission d'explication du projet Malidenko à Taoudéni, Ismaël Ouagué, appelle à un développement conduit par les communautés. Journée mondiale contre la rage, une menace toujours mortelle, un combat collectif est nécessaire, d'où le thème de l'édition 2025. Agissons, toi, moi, la communauté. Nous serons en direct tout à l'heure avec le directeur national des services vétérinaires pour faire le point de la lutte contre la rage au Mali. Il est l'invité de ce 13h dimanche. Actualité hors de nos frontières en Guinée, l'élection présidentielle est fixée au 28 décembre prochain selon un décret présidentiel. Et puis les États-Unis lèvent les restrictions de durée pour les visas d'affaires, de tourisme et d'études délivrées aux citoyens du Ghana. L'actualité dans l'actualité Madagascar, bien sûr, c'est la poursuite des mouvements de protestation populaire contre les coupures d'eau et d'électricité et pour la défense des libertés fondamentales. En football, le stade malien Bamako a validé son ticket pour le second tour préliminaire en Ligue des champions de la CAF. Et bien cet après-midi, le Joliba AC joue son match retour en Coupe de la Confédération contre Abia Warriors du Nigeria. Et puis les dames de l'USFAS et les messieurs des 1008 logements remportent les trophées du championnat national 2025 de volleyball. Et est-ce que vous saviez qu'une seule gouttelette d'un tuberculeux contient des milliers de microbes et ceux-ci peuvent durer plusieurs heures dans l'air avant de contaminer une personne saine? La tuberculose et ses différentes formes à découvrir dans Focus Santé. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. À Taoudéni, le ministre de la Réconciliation et de la Paix et de la Cohésion sociale a rencontré les communautés bénéficiaires du projet Malidenko pour éclaircir certaines zones d'ombre sur les objectifs, la stratégie de mise en œuvre et autres avantages de ce projet. Le ministre Ismaël Ouagué a exhorté les populations des communes bénéficiaires à s'approprier l'approche DCC, développement conduit par la communauté. Eh bien, cette initiative vise à faire des populations locales des véritables acteurs de leur propre développement. Reportage Fousseni Samake. La mise en œuvre du projet Malidenko nécessite la clarification de certaines notions importantes pour les différents acteurs. C'est ce qui justifie cette rencontre d'information et d'échange entre le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale et les communautés de la région de Taoudéni. Général de corps d'armée Ismaël Ouagué, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale. Cette rencontre était nécessaire dans la mesure où le projet Malidenko, dans sa phase de mise en œuvre au niveau de Taoudéni, n'était pas suffisamment comprise. Je pense à raison que et l'administration et la délégation spéciale de la région de Taoudéni n'avaient pas été suffisamment briefées par le ministère en charge, ce qui a fait qu'il y avait quelques incompréhensions. Notamment le pourquoi du projet, quelle est l'appropriation du projet, quel est le choix de communes, surtout qu'il y a sur 30 communes, c'est 10 communes qui ont été prises en compte pour le projet. Général de division Mohamed Abdraman Meidou, gouverneur de la région de Taoudéni. Le projet Malidenko est un projet porteur d'espoir pour les populations en proie au chômage de jeunes. Nous n'avons pas l'intention d'égrener la liste des retombées du projet, mais s'en fout. Nous constatons, au vu des premières actions, les bénéfices liés à l'emploi des jeunes. 42 jeunes de Taoudéni ont été recrutés. Ainsi, les bénéficiaires des 146 villages, quartiers et fractions des 10 communes retenues dans la région de Taoudéni sont mieux renforcés sur l'approche DDC, développement conduit par la communauté. Général de corps d'armée Ismaël Ouagué, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale. Les éléments d'explication nécessaires dont les fractions avaient besoin ont aussi été partagés. Et à la fin, il a été demandé aux fractions de s'approprier ce projet et de faire en sorte que ça soit une réalité pour le bien-être de leur propre communauté. Et l'administration et la délégation spéciale ont aussi compris, ont vraiment soutenu le département dans sa démarche et se sont engagés comme d'habitude à soutenir toute initiative
qui va pour le bien-être des populations. Le projet Malidenko, fruit du partenariat entre la Banque mondiale et l'État malien, vise l'implication des populations dans les domaines de l'éducation, la santé, l'assainissement, l'agriculture, entre autres. Taoudeni Fousseini Samake Yakuba Kone pour l'ORTM. Vous aviez écouté l'intervention du général de corps d'armée Ismaël Ouagé, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale. Réunis du 23 au 27 septembre à l'archevêché de Bamako, les évêques du Mali ont tenu leur session ordinaire autour des grandes orientations de l'Église catholique dans le pays. L'action pastorale, l'avenir de l'école catholique ainsi que l'organisation du pèlerinage de Kita prévu en novembre étaient au cœur des échanges. Plusieurs écoles du fondamental au lycée ouvriront leurs portes à la rentrée prochaine. La conférence épiscopale a également salué les avancées enregistrées par le gouvernement de la transition. Compte rendu, Fadema Keïta. La vie de l'Église, les nombreux défis actuels de notre pays préoccupent les évêques du Mali. C'est pourquoi les 5 jours destinés à la session ordinaire ont été consacrés à la prière, aux réflexions et au dialogue. Dans la communion et avec l'accompagnement du Seigneur Jésus, le guide spirituel, ils promettent consolider les acquis et relever les contraintes dans le cadre de l'action pastorale. Les évêques du Mali, réunis en conférence épiscopale, précisent que l'école catholique présente au Mali depuis plus d'un siècle ne sera pas totalement fermée. Des dispositions sont aussi en cours pour la réussite du prochain pèlerinage national catholique de Kita, prévu les 22 et 23 novembre 2025. Monseigneur Jonas Dambélé, évêque de Caille, président de la conférence épiscopale du Mali. Nous avons particulièrement échangé sur l'action pastorale, c'est-à-dire l'ensemble des activités de l'Église visant à accompagner les fidèles, à servir la société et à coordonner les initiatives spirituelles, éducatives et sociales. La question de l'école catholique a occupé une place importante dans nos travaux. Beaucoup parlent de cette institution sans toujours bien connaître sa mission. Dans le contexte actuel du pays, nous voulons refonder et renforcer l'école catholique. Plusieurs établissements du niveau fondamental au lycée ouvriront leurs portes à la rentrée prochaine avec de nouvelles orientations adaptées aux réalités d'aujourd'hui. Parmi les autres sujets traités, nous avons préparé le prochain pèlerinage national à Kita qui se tiendra les 22 et 23 novembre 2025 sous le thème « Pèlerin d'espérance ». L'Église se sent aussi pleinement concernée par tout ce que vit notre pays. Selon elle, dans le contexte marqué par des tensions, notre force reste la prière, l'engagement patriotique de tout un chacun. Nous croyons que la force de l'Église est la prière. Nous invitons tous à prier pour que Dieu éclaire nos responsables, pour que ceux qui portent les armes choisissent la voie du dialogue et pour que chaque citoyen, chaque citoyenne contribue à son niveau à la paix, la réconciliation et la cohésion sociale. Dans la mouvance, les évêques du Mali expriment leur gratitude au ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes pour sa présence et appui constant envers eux. 13h06. Ce 28 septembre est célébrée dans le monde la journée de lutte contre la rage, une zoonose transmise à l'homme par certains animaux domestiques. Chaque année, 60 000 personnes sont victimes de la rage avec un taux de mortalité de 100%. Au Mali, rien qu'en 2024, 34 cas positifs ont été relevés sur 1385 morsures enregistrées par les services vétérinaires. Pour cette édition 2025, le thème retenu est « Agissons, toi, moi, la communauté ». Pour en parler, nous sommes en direct avec le directeur national des services vétérinaires, Dr Boubacar Kanouté. Bonjour, docteur. Bonjour, M. Aïdara. Alors, pouvez-vous nous rappeler brièvement ce qu'est la rage et pourquoi cette maladie reste une menace sérieuse aujourd'hui? Merci bien, M. Aïdara. La rage est une maladie virale mortelle et qui attaque le système nerveux central et se transmet principalement par salive d'animaux infectés via des morsures ou des griffures. Et les animaux qui sont sensibles, ce sont les mammifères. Très bien. Et c'est une maladie qui est appelée chez nous, dans notre jargon, zoonose. Ça veut dire qu'elle est commune aux humains et aux animaux. Et c'est une maladie aussi qui fait partie de la liste
la liste des maladies prioritaires de surveillance épidémiologique des services vétérinaires. Vous avez dit tout à l'heure que ce sont des mammifères. Quels sont les animaux principalement responsables de la transmission de la rage dans notre contexte? Exactement. Les animaux qui sont principalement responsables de la transmission aux humains, ce sont les carnivores, mais principalement les animaux de compagnie, surtout les chiens. Et surtout les chiens qui constituent vraiment les vecteurs principaux de cette maladie aux humains. Je le disais tout à l'heure, en 2024, ces 34 cas positifs ont été relevés sur 1385 morsures enregistrées. Alors, que révèlent ces chiffres sur l'état actuel de la rage au Mali? Alors, premièrement, d'abord, la leçon que nous tirons de ces chiffres, c'est que le réseau de surveillance épidémiologique est performant. Et ça veut dire quoi? Que la surveillance de cette maladie se fait correctement. Et d'année en année, les cas rapportés sont élevés. Et donc, 34 cas positifs sur 36 échantillons prélevés. Et à la suite des cas de morsures qui ont été rapportés, c'est révélateur. Ça veut dire que la maladie, le virus de la maladie est en circulation. Ça veut dire que notre pays est endémique par rapport à cette maladie. Et ça interpelle les autorités vétérinaires et en même temps les autorités de la santé humaine à ce que les mesures soient prises pour pouvoir lutter efficacement contre cette maladie. Justement, vous parlez de mesures. Quelles sont les actions actuellement mises en place par les services vétérinaires pour prévenir la rage chez les animaux domestiques? Alors, vous savez, le paradoxe de cette maladie, c'est quoi? C'est que elle est évitable. Évitable parce qu'il y a un vaccin. Il y a un vaccin qui existe. Et ces vaccins qui sont efficaces. Et donc, l'action principale, c'est de vacciner les animaux qui constituent les principaux vecteurs de cette maladie aux humains, c'est-à-dire nos animaux de compagnie, principalement les chiens. Alors, et en cas d'exposition aussi, il y a aussi des traitements qui sont possibles. Donc, notre rôle, c'est d'informer la population en leur disant que cette maladie est évitable, en procédant à la vaccination des animaux qui sont sur quelle fréquence vecteurs, et en même temps en leur expliquant qu'en cas d'exposition, en cas de morsure, les dispositions qui sont à prendre. Et quand les populations sont bien informées par rapport à ça, donc en cas d'exposition, c'est les mesures qui doivent être appliquées, elles sont déjà au courant de ça, et les personnes mordues sont conduites devant les autorités compétentes pour leur prise en charge. C'est ce à quoi j'allais en venir tout à l'heure. Comment les populations peuvent-elles réagir en cas de morsure ou de contact suspect avec un animal potentiellement porteur? Très bien. Et en cas de contact avec un animal mordeur, donc la population est appelée à saisir soit les services vétérinaires, soit les services de santé. Et donc, quand c'est les services vétérinaires, selon la législation en vigueur, tout chien mordeur est suspect de rage. Et donc, l'animal est mis sous observation par les services vétérinaires, tout en conduisant la personne mordue vers les services de santé afin qu'il soit pris en charge efficacement avant que la période d'observation, qui est de 15 jours, révèle soit que l'animal est atteint ou il n'est pas atteint de rage. Et l'accès au traitement post-exposition, vous parlez de cela tout à l'heure, est-il assuré partout au Mali, notamment dans les zones rurales? Bon, je ne dirais pas qu'au niveau des zones rurales, c'est pourquoi on leur demande toujours de se référer au service de santé. Donc, en cas de morsure, même dans les zones rurales, nous avons des ASAPO, nous avons des centres de santé communautaires où les personnes doivent être conduites là-bas. Et de là-bas, maintenant, si la prise en charge n'est pas possible, les personnes sont référées au CCRF, au CCRF des cercles, où les dispositions sont prises, sont à ce niveau pour la prise en charge des personnes mordues. Ok. Et un appel à l'endroit de la population en cette journée mondiale de lutte contre la rage. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quel doit être le comportement de tous les jours? Exactement. Nous, comme vous l'avez dit, les services vétérinaires, cette journée, elle est faite pour ça. Cette journée, c'est une journée de rappel que cette maladie existe bel et bien, que c'est une maladie mortelle, mais qu'elle est évitable en vaccinant les animaux. Donc, notre appel à l'endroit de la population, c'est de leur dire d'abord
que selon la réglementation en vigueur, la vaccination de nos animaux contre la rage est obligatoire. Et obligatoire, ça voudrait dire que toute personne qui détient un chien, qui détient un chat, qui détient tout autre animal de compagnie, doit les vacciner contre la rage. Et aussi, leur dire qu'en cas d'exposition à des animaux, en cas de morsure, ils doivent se référer soit au service vétérinaire, soit au service de santé les plus proches, pour que les dispositions soient prises, afin que les malheureux cas de rage humaine transmise par voie de morsure des chiens ne soient pas un souvenir pour nos populations. Juste une simple précision, ils doivent vacciner les animaux sur quelle fréquence? Sur quelle fréquence? Combien de fois par an, par exemple? Oui, c'est une seule fois par Très an. bien. C'est-à-dire que la rentabilité coût, vaccin et protection d'un humain, vraiment, il n'y a même pas de calcul à faire. Très bien. C'est-à-dire que vacciner, l'immunité, c'est pour une année. Et vous revenez chaque année sur la vaccination de votre chien. Très bien. Et ça vous permet maintenant de protéger toute une population. Alors qu'en cas de morsure d'une personne, si on vous demandait vous-même à prendre la charge, par exemple des soins de la personne mordue, cela vous coûtera à peu près 50 à 60 000 francs. Alors que les vaccins, en tant que tels, ils ne dépassent pas 5 000 francs pour vacciner un chien. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le directeur national des services vétérinaires, Dr Boubacar Kanouté. Merci pour toutes ces explications. Merci beaucoup, M. Haïdara. C'était un plaisir de participer à votre émission. Merci Plaisir beaucoup. partagé. 13h14, suite de ce journal, juste après la bulle musicale. Actualité hors de nos frontières à présent. Première escale, Madagascar. C'est la poursuite des mouvements de protestation populaire contre les coupures d'eau et d'électricité et pour la défense des libertés fondamentales. Ces manifestations accompagnées des scènes de vandalisme et de répression se propagent dans le pays. Lansine Keita qui vient de me rejoindre. Bonjour. Bonjour Moussa Papa. Alors dites-nous, comment se présente concrètement la situation dans les rues de Madagascar? Jusqu'à hier après-midi, Moussa Papa, à Antananarive, la capitale, plusieurs centaines d'étudiants se sont réunis à l'appel du collectif Génération Z pour cause un manque criard d'eau et d'électricité. C'est un face-à-face tendu qui a opposé manifestants aux forces de l'ordre dans le quartier Tchadana dans l'est de la ville. Les inscriptions sur les pancartes édifiaient plus d'un « On veut de l'eau, pas du sang » ou encore « Nous voulons vivre, pas survivre ». Les jeunes manifestants ont entonné un chant traditionnel des mobilisations sociales malgaches. Certains protestataires utilisent des masques pour se protéger des gaz lacrymogènes tirés par les forces de l'ordre et les militaires ont pris position dans les points stratégiques de la ville. La manifestation est accompagnée des scènes de pillage et de vandalisme. Un couvre-feu à peine respecté a été instauré. La société civile malgache dénonce, je cite, l'absence flagrante et suspecte des forces de sécurité pour empêcher et les réprimer, contrastant avec un excès de zèle et abus de violence contre les jeunes femmes et citoyens sans défense. Fin de citation. De son côté, la communauté internationale, à travers un communiqué, s'est dit préoccupée par la violence, les pillages et la destruction des biens. Selon la présidence, le chef de l'État, Andry Rajoelina, a écourté son séjour à New York où il participait à l'Assemblée générale des Nations unies pour rentrer au pays. Il s'est adressé à la nation pour appeler au calme. Il s'est également dit prêt à écouter les jeunes pour trouver des solutions au délestage et à la pénurie d'eau avant de déplorer la récupération politique du mouvement pacifique des jeunes. Andry Rajoelina a annoncé la fin et enfin le limogeage du ministre de l'énergie et des hydrocarbures jugé incompétent. Pour l'instant, Moussa Papa, un calme précaire règne dans les rues malgaches avec au moins une dizaine de morts. Merci beaucoup, Lansine Keita. À l'instant, sur le dossier malgache, le temps pour Bourama Traoré d'occuper votre siège. Bourama Traoré, bonjour. Bonjour Moussa Papa et Adara, bonjour à tous. Bien installé? Très bien installé. Très bien, on va faire le tour du monde à présent avec vous. Et nous commençons par le Sénégal. Un mandat d'arrêt international est lancé contre un patron de presse du nom de Mandiambal Diagne. Et tout à fait, depuis 24 heures, Mandiambal Ndiaye est l'homme le plus recherché du Sénégal. Cet ancien greffier devenu patron de presse fait l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par la justice. Très critique contre le pouvoir, il avait été interdit de sortir du territoire national. En cause, une affaire de rétrocommission estimée à plus de 32 millions d'euros qu'il
qu'il a perçus entre 2020 et 2023. Malgré cette interdiction, le journaliste éditeur de presse a débarqué en France via la Gambie, pays voisin du Sénégal. Je prends note de l'annonce d'un mandat d'arrêt international émis contre moi. J'affirme qu'avant l'exécution d'un tel mandat, je me présenterai à la justice de mon pays, écrit Manjambal Jai sur son compte X. Un journaliste qui veut devenir riche en tout cas. En Guinée, l'élection présidentielle est fixée au 28 décembre prochain selon un décret présidentiel. Le pays veut sortir de la transition comme le Gabon. Après le référendum du 21 septembre dernier, les Guinéens se rendront à nouveau aux urnes le 28 décembre prochain pour la présidentielle. C'est un décret présidentiel, vous l'avez dit, qu'il annonce 4 ans après la prise du pouvoir par le général Mamadi Doumbouya. Cette annonce intervient au lendemain de la publication des résultats officiels du référendum constitutionnel largement approuvé par les Guinéens. Et référendum censé ouvrir la voie à des élections présidentielles et législatives. Élection toujours, cette fois-ci nous sommes au Cameroun. La campagne électorale pour la présidentielle du 12 octobre s'est ouverte hier samedi. Dans les 2 prochaines semaines, les candidats et leurs partis vont aller à la conquête de l'électorat pour une opération de séduction. Chacun convoitant le fauteuil présidentiel occupé jusqu'ici et depuis 43 ans par le président sortant Paul Biya, candidat à sa propre succession. Parmi les meetings organisés hier dans la capitale, celui du RDPC, le parti présidentiel. Malgré l'absence de Paul Biya, ses soutiens et partisans se sont engagés à les maintenir au pouvoir. Au Gabon, 900 000 électeurs ont voté hier pour les élections législatives et locales. Un double scrutin destiné à élire les futurs députés et élus locaux. Selon la loi gabonaise, ce sont les élus locaux qui éliront à leur tour les maires et les sénateurs. Les premiers résultats seront connus assez rapidement selon le ministère de l'Intérieur et un second tour est prévu le 11 octobre prochain pour les sièges en ballottage. Ce double scrutin est perçu comme un test majeur pour le régime de Brice Clotaire Oligui Nguema, élu il y a 6 mois pour un mandat de 7 ans. Il est censé tourner définitivement la page de la transition dans le pays. Changeons de continent, les États-Unis lèvent les restrictions de durée pour les visas d'affaires, de tourisme et d'études délivrés aux citoyens du Ghana. Le ministre des Affaires étrangères ghanéen avait annoncé vendredi la nouvelle sur les réseaux sociaux, l'attribuant à des mois de négociations diplomatiques. Ces restrictions de durée décrétées en juillet par l'administration Trump avaient réduit la durée maximale de la part des visas délivrés aux ressortissants du Ghana de plusieurs années à seulement 3 mois. Ce retour à la situation initiale est donc un vrai soulagement pour les Ghanéens qui, en 2024, étaient la 5e nationalité du continent africain à avoir obtenu le plus de visas américains, voire la 2e pour ce qui est des visas étudiants. Les États-Unis toujours dans l'actualité, la République démocratique du Congo qui veut accélérer l'accord minier avec les États-Unis et Kinshasa envoie une délégation à Washington. Oui, jusqu'ici, les contours miniers de cet accord sont connus, mais Kinshasa veut désormais avancer aussi sur le volet sécuritaire. Selon certaines informations, la délégation congolaise dépêchée à Washington doit faire progresser cet aspect de l'accord. C'est l'une des priorités que s'était fixé le président Félix Tshisekedi. En marge de la 80e Assemblée générale des Nations unies à New York, il a multiplié la rencontre, notamment avec Massad Boulos, le conseiller Afrique de la Maison-Blanche. Nous restons aux États-Unis où la Cour suprême autorise le président Donald Trump à geler 4 milliards de dollars d'aide internationale. Selon la plus haute instance juridique du pays, l'autorité du président en matière de politique étrangère semblait l'emporter sur le potentiel préjudice d'un tel gel. La décision de la Cour suprême annule donc le jugement d'une Cour fédérale qui avait obligé la Maison-Blanche à verser 4 milliards de dollars destinés à l'aide internationale avant le 30 septembre. Une partie de cette somme devait financer des programmes de santé publique et de lutte contre le VIH. Néanmoins, la Cour précise que son rendu n'était pas une décision définitive et ne permettrait que de geler temporairement cet argent. L'affaire suit son cours dans les tribunaux de moindre instance, conclut-elle. Et pendant ce temps, l'UNESCO qui désigne 26 nouvelles réserves de biosphère. Préserver la richesse des animaux et des plantes est compatible avec le développement économique des populations locales. C'est le message envoyé hier par l'UNESCO. Elle annonce la reconnaissance des 26 écosystèmes parmi les plus riches et les plus vulnérables comme nouvelles réserves de biosphère. L'île de Sao Tomé et Principe devient le premier État complètement couvert par une réserve de biosphère. D'autres espaces naturels sont reconnus pour la première fois en Angola, à Djibouti, en Guinée équatoriale ou encore en Islande. Au total, les réserves de biosphère de l'UNESCO couvrent 5% de la planète. La Russie met en garde les pays de l'OTAN contre une réponse aux incursions présumées sur leur territoire. La Russie est presque accusée de planifier une attaque contre les pays de l'Alliance Atlantique et de l'Union européenne, a déclaré hier Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Il a ensuite assuré que Moscou n'avait jamais eu de telles intentions, mais prévient toute agression contre mon pays entraînera une réponse résolue. Il ne doit pas y avoir de doute sur ce point,
dit-il. L'ONU rétablit ses sanctions contre l'Iran, faute de gages suffisants sur son programme nucléaire. Ce dimanche, à Zoher, temps universel, ces sanctions ont été formellement rétablies après l'échec des négociations avec les Occidentaux qui ont toutefois appelé à reprendre le chemin de la diplomatie. De son côté, Téhéran a rejeté le retour des sanctions onusiennes. Le ministère iranien des Affaires étrangères, dans un communiqué publié ce dimanche, déclare, je cite, « L'Iran défendra résolument ses droits et intérêts nationaux et toute action visant à porter atteinte aux intérêts et aux droits de son peuple fera l'objet d'une réponse ferme et appropriée. » Fin de citation. Fin de page inter aussi. Merci beaucoup, Brahma Traoré, pour ce tour d'horizon. La suite, après ce jingle. Le Comité national olympique et sportif du Mali a tenu hier samedi une assemblée générale extraordinaire de rélecture de certains textes stratégiques. Les nouveaux textes sont validés par les délégués des fédérations sportives nationales. Et puis les dames de l'USFAS et les messieurs des 1008 logements remportent les trophées du championnat national 2025 de volleyball. En handball, les demi-finales de la Coupe du Mali se jouent ce dimanche dans la salle Abdallah Mohamed Aïdara du stade du 26 mars. Et en ce qui concerne le football, le stade malien de Bamako a validé son ticket pour le second tour préliminaire en Ligue des champions de la CAF. Et cet après-midi, le Djoliba AC joue son match retour, si vous voulez, en Coupe de la Confédération contre Abia Warriors du Nigeria. Voyons tout cela avec Famou Djorté. Compétition interclub de la CAF en Coupe de la Confédération, le Djoliba AC reçoit ce dimanche 28 septembre Abia Warriors du Nigeria au stade Mamadou Konaté à partir de 16h temps universel. Les Rouges de Bamako sont en ballottage favorable après leur match nul 1-1 à l'aller au Nigeria. Hier samedi, au stade du 26 mars, le stade malien de Bamako a assuré sa qualification pour le tour suivant de la Ligue des champions de la CAF en battant l'AS Tempête de la République centrafricaine 2-0. Les deux buts qui ont scellé la victoire ont été inscrits sur des pénaltys. Le premier a été transformé par Ousmane Koulibaly Kalaba à la 39e minute de jeu. Le second par Zoumana Sempara en fin de partie. David Kamoy, l'entraîneur de l'AS Tempête de la République centrafricaine, est au micro de Siragatou Sissé. Le stade malien de Bamako, c'est un grand club. À partir du Tigras, on savait déjà que ça devait être tellement difficile. Bon, on est venu au retour, on pensait faire un hold-up, mais on a voyagé dans de très mauvaises conditions. Avec cette victoire nette, le stade malien de Bamako obtient son billet pour le prochain tour de la compétition. Moril Mezak Njoya, l'entraîneur du stade malien de Bamako, s'exprime au micro de Siragatou Sissé. Laissez-moi savourer ces deux victoires dans la mesure où elles ont été acquises de haute lutte face à une équipe qui en voulait également. Au fait, ils étaient venus frapper un coup. On a compris très tôt qu'il fallait être très méfiant. Pour le deuxième tour, nous ne connaissons pas encore le nom de notre adversaire. Le stade malien connaîtra ce dimanche son adversaire du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions à l'issue de la rencontre entre le FC Nouadhibou de Mauritanie et Fondation Bata de la Guinée équatoriale. Les deux équipes s'étaient quittées sur le score de 0-0 au match aller. Changeons de discipline pour parler du handball. Les demi-finales de la Coupe du Mali se jouent ce dimanche. En série dames, l'USFAS joue contre le Sigui de Caille et le COM, Centre Omnisport de Missabougou, affronte le COL, Centre Omnisport de Lafiabougou. Chez les messieurs, l'USFAS sera face à la commune 6 et le COM défiera le COL. Les demi-finales et les finales se disputent dans la salle Abdallah Mohamed Aïdara du stade du 26 mars. Toujours à sport de mai, le championnat national 2025 de volleyball en dames et messieurs a pris fin ce samedi avec le sacre de l'USFAS chez les dames et 1008 logements chez les messieurs. Sur le tableau masculin, l'USFAS termine en deuxième position. L'AS Commune 5 complète le podium. L'équipe des 100, le centre de formation de volleyball de Daoudabougou, CFVD et Mopti sont respectivement 11e, 12e et 13e au classement général. Sur le tableau féminin, le centre de formation de volleyball de Daoudabougou, CFBD et l'équipe de Sikasso sont 2e et 3e derrière l'USFAS. Les trois dernières places sont occupées par les équipes de la commune 5, Ségou et Gao. Notons que l'édition 2025 du championnat national de volleyball s'est déroulée du 21 au 27 septembre 2025. Elle a regroupé 16 équipes venant des ligues régionales et du district de Bamako. Terminons avec cette assemblée générale extraordinaire du Sénos Mali tenue ce samedi. Doté le comité national olympique et sportif du Mali, Sénosm, des outils d'une gouvernance améliorée. Telle était l'ambition du président Habib Sissoko et de son équipe en lançant la procédure de rélecture de certains textes stratégiques. Il s'agit notamment des statuts du règlement intérieur,
du manuel des procédures de gestion administrative, financière et comptable et de la lecture du règlement de la commission des athlètes. Conscient de la pertinence de cette relecture et des changements proposés, ainsi que des enjeux d'un tel exercice, les représentants des fédérations ont validé à l'unanimité les textes proposés à leur validation. Pour le président du comité exécutif du SENOSM, il s'agissait de parachever un travail scientifique et de rappeler que l'année 2025 sera retenue comme celle qui aura vécu l'épilogue d'un processus commencé depuis 2023. Focus Santé. Focus Santé en rediffusion s'intéresse à la tuberculose et ses différentes formes. Cette maladie contagieuse, si elle est détectée à temps, elle peut être guérie. Elle se transmet d'une personne à une autre. Une seule gouttelette d'un tuberculeux contient des milliers de microbes et ceux-ci peuvent durer plusieurs heures dans l'air avant de contaminer une personne saine. On en sait plus sur la maladie avec Koumba Sissé. L'air que nous respirons contient souvent des microbes et ces derniers peuvent attaquer l'organisme humain. La tuberculose pulmonaire est effectivement due à un microbe qui se propage dans l'air. Si un tuberculeux tousse, éternue ou crache, peut transmettre la maladie à son entourage. Professeur Yacouba Toloba, chef des services pneumophthysiologie de l'hôpital du Point G. Un malade atteint de tuberculose, quand il parle, il y a ce qu'on appelle des gouttelettes infectantes qui vont se mettre dans l'air, qui peuvent durer d'ailleurs plusieurs heures avant de contaminer les sujets sains. Si ces malades toussent, c'est des milliers de gouttelettes et à l'intérieur d'une gouttelette, il y a des milliers de microbes qui sont dedans. Il y a deux formes de tuberculose. D'abord, la tuberculose sensible, ça veut dire que c'est une tuberculose simple, elle est chronique. À côté de cette forme, il y a une autre forme qu'on appelle la tuberculose résistante ou la tuberculose multirésistante. Les microbes, une fois introduits dans un corps sain, attaquent les voies aériennes de la personne. Après avoir contaminé les sujets sains, la bactérie migre vers les voies aériennes respiratoires et au niveau de ces voies aériennes respiratoires, elles se multiplient. Quand elles se multiplient, ça crée un dommage local. Et c'est ce qui est à l'origine des signes cliniques, des symptômes que les malades ressentent, notamment la toux qui dure plus de 15 jours, la gêne respiratoire, souvent même des crachats striés de sang. En dehors de ces signes respiratoires, il y a ce qu'on appelle des signes généraux. Et parmi ces signes généraux, il y a la fièvre qui persiste surtout le soir et la nuit. Le malade va perdre du poids. Et chez la femme en âge de procréer, cette femme a une perturbation de son cycle menstruel. Ces bactéries qui sont à la base de la maladie peuvent aussi attaquer les os et cette forme est appelée tuberculose osseuse. La maladie peut également toucher les organes. Professeur Yacouba Toloba. Toute autre tuberculose en dehors des poumons est appelée extrapulmonaire. Dans ce cadre, il y a ce qu'on appelle la tuberculose osseuse. N'importe quelle partie de l'os peut être atteinte par la tuberculose. Mais la plus connue, c'est surtout la tuberculose vertébrale, la colonne vertébrale. Il y a la tuberculose du genou, il y a la tuberculose de l'orbite, il y a la tuberculose de la main, il y a même la tuberculose péritonéale au niveau de l'intestin, il y a la tuberculose de l'œil qui peut entraîner une cécité. Il y a la tuberculose neuroméningée qui peut entraîner une méningite tuberculeuse. Avec les recherches, le traitement est devenu plus court. Sinon, il y a quelques décennies, la forme résistante de la maladie était traitée par injection pendant plusieurs mois. En 2023-2024, on a eu ce qu'on appelle des traitements sans injection. Après ces traitements sans injection, il y a eu des traitements aussi et qui ont permis de raccourcir le traitement de la tuberculose multirésistante. Et ces régimes maintenant de 24 mois, on est venu à 15 mois, nous sommes à 11, 9, 12 mois. Un malade, lorsqu'on les diagnostique déjà et qu'on leur donne les premières molécules, déjà la contagiosité diminue de façon drastique. Et à la deuxième semaine, il est presque non contagieuse. Que ce soit la tuberculose sensible, la tuberculose multirésistante, la tuberculose pulmonaire, la tuberculose extrapulmonaire, la maladie peut être guérie sans séquelles. Mais le problème est que quand on a un retard diagnostique, les bactéries, les microbes ont le temps de ronger certaines parties de l'organisme. Quand ils rongent, après que l'antibiothérapie vient, la chimiothérapie vient éradiquer ces germes, le dégât est déjà fait. C'est ce qu'on a appelé des séquelles.
ou des complications. L'un des défis majeurs actuels des acteurs de la santé et leurs partenaires est de diagnostiquer d'éventuels cas de tuberculose par an, les traiter afin de briser la chaîne de contamination au Mali. Focus santé. Ce journal se referme, espérant vous avoir bien servi. C'était Moussa Papa Aïdara à la présentation, mise en onde bien assurée par Bintou Traoré, mise en ligne Mohamed Koulibaly, réalisation Lansine Keïta, coordination Bourama Traoré. Merci à tous pour votre attention, prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire, quoi qu'il arrive, bon dimanche sur le RTM.